Sophie, j'ai 53 ans. J'adore le sport, la nature, les animaux. Et puis j'ai 2 grands-enfants de 26 et 22 ans. Donc je m'appelle Alice, j'ai 45 ans maintenant. Ouais. Et j'ai 3 enfants, ma chérie. Et j'ai eu un jour mal au bras. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai une courbature, mais vu que je suis pas du genre à être dans mon canapé, je me suis dit, bon, c'est rien, ça va passer. Ou peut-être j'ai trop porté le dernier, tu vois. Et puis après, 2e jour, 3e jour, tu te dis, bon, c'est bizarre, ça fait un peu d'électricité, tu vois. Et puis il y a le moment où, bon, par habitude, tu te dis, bon, il se passe quand même quelque chose, tu vois. J'ai touché mon sein, j'ai senti cette bille un peu dure, et je me dis, ah, bon, allons voir. Alors, du coup, moi, je suis Valérie, je suis jurassienne, j'ai 52 ans, et j'ai appris que j'avais un cancer, j'avais une quarantaine d'années, donc j'ai appris il y a 13 ans. Et je suis plus malade depuis pas mal d'années. On apprend qu'on est en rémission à partir de 5 ans de guérison. Je m'appelle Alexandra Relange, j'ai aujourd'hui 48 ans, maman de 4 enfants. Ouais. Alors donc moi je m'appelle Élodie, j'ai 42 ans, je suis maman de 2 enfants, mariée avec mon conjoint, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Moi avant ça, une vie à 100 à l'heure. Une vie à 100 à l'heure, je suis à mon compte depuis plus de 20 ans, une vingtaine d'années on va dire, en coiffure. Donc voilà, beaucoup d'heures, peu de vacances, voilà. Donc une vie à 100 à l'heure. Jamais malade, voilà. Donc moi je suis Adeline, j'ai 42 ans, je travaille dans la communication, je suis rédactrice et j'ai un garçon qui a 11 ans et du coup j'ai eu un cancer du sein en 2020. Alors, c'est assez spécial quand j'ai appris que j'étais malade. Alors, j'évoluais dans un cadre de couple installé depuis longtemps et on n'avait pas d'enfant, on n'arrivait pas à avoir d'enfant et on avait découvert 2-3 ans avant qu'on n'aurait pas d'enfant du tout. Biologiquement, c'était pas possible. Et donc, on a adopté une petite fille qui est arrivée juste 1 an avant que j'apprenne que je sois malade. Donc j'étais dans une énergie c'était un peu l'ébullition dans ma vie, parce que créer une relation de famille, enfin adopter un enfant, il faut qu'il nous adopte lui aussi. Donc ça demande, c'était très intense en fait. Émotionnellement, c'était hyper intense. Physiquement aussi, parce qu'on se démenait un peu dans tous les sens. Fallait qu'on apprenne à être parent d'une petite qui avait 4 ans déjà, donc avait quand même toute une vie à elle avant. Donc c'était une grosse révolution là, et ce truc-là est venu mettre une double explosion. C'était vraiment... Là, ça a été un truc très trash en fait. Moi, je l'ai très mal vécu. Ça a été vraiment l'annonce de trop presque, je dirais. Enfin, je sais pas. Bien sûr, on s'y attend jamais. J'imagine que pour tout le monde, c'est compliqué. Mais là, moi, j'étais en train de construire le truc qui était le plus important dans notre vie de famille presque. J'avais l'impression, le premier jour du confinement, j'avais l'impression d'avoir les yeux au milieu de la figure. J'étais déprimée, quoi. J'avais peur de tout ce qui se passait. Et puis du coup, j'étais pas à l'écoute de mon corps. Donc je crois que j'ai eu... j'avais un peu mal à la poitrine. Et je prenais ça pour des douleurs, comme on peut avoir les filles un peu tout le temps. Et puis finalement, je pense que c'était déjà une tumeur dans le sein qui se faisait sentir, parce qu'elle était déjà assez grosse quand on l'a découverte. Et puis après, ce qui m'a fait mal, moi, c'est des ganglions sous le bras. Voilà. Et pendant que je me promenais, une promenade du confinement, j'ai senti que j'avais une boule dure au niveau de l'aisselle. Voilà. Et puis je me suis dit, allez, c'est peut-être juste un kyste, ça va aller. Et puis c'était pas juste un kyste, quoi. Mais j'ai été prise en charge assez vite, quoi. Ça, c'était cool.
Mais voilà, c'était un contexte où en fait finalement j'avais les émotions en vrac, quoi. J'avais perdu ma mère 1 an et demi avant, je m'étais séparée, remis en couple, déménagé, du coup 2 ou 3 fois, parce que avec tout ça, je crois que j'avais déménagé 3 fois dans l'année. Donc voilà, c'était pas reposant, quoi. Comment tu la reçois, cette nouvelle? En fait, je l'ai compris avant qu'ils me le disent officiellement. Parce que quand je suis allée faire l'échographie à la mammo, elle m'a dit ce serait bien que les résultats vous soient annoncés par un chirurgien. Prenez rendez-vous avec un chirurgien. Donc, j'étais pourquoi elle me dit ça? Donc au début c'était très confus. Et puis en fait, j'avais vu ma mère malade et je comprenais comment fonctionnait le corps et je me disais ok, si c'est un ganglion que j'ai senti, ça veut dire qu'il y a le mal. Et puis après on avait vu que j'avais une masse dans le sein, donc je me suis dit il y a quelque chose qui est pas bon. C'est juste que là il s'est passé 2 semaines entre ce moment où finalement je me dis ça doit être ça, mais on me l'a pas dit vraiment, et le jour où on me l'a annoncé pour de bon, quoi. Et pendant les 2 semaines en question, je me souviens que je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'étais assise par terre en tailleur sur une peau de mouton à essayer de faire de la méditation. Limite, je me balançais comme ça et tout pour essayer d'avoir des pensées positives et ne pas me dire que j'allais avoir le même destin que ma mère et ma grand-mère, parce que j'étais déjà la 3e génération à avoir un cancer du sein. Mais on n'a pas... La maladie? Alors, je vais te faire le déroulé. Ma grand-mère a eu un cancer du sein il y a 35 ans. Ma tante maternelle a eu un cancer du sein, donc ils l'ont détecté en janvier 2021. Ma mère en juin 2021. Suite à cela, je devais moi faire mes échos mammo en janvier 2022. J'ai demandé à ma doctoresse de ravancer les examens. J'ai fait mon écho mammo le 12 juillet 2021 à Dijon. L'échographe m'a dit qu'il faut venir faire une biopsie. J'y suis allée le 19 juillet et j'ai eu l'annonce fin juillet 2021. On a fait un tiercé gagnant dans la même année. Donc l'annonce, je te dirais, je pense que je m'y attendais un peu. Alors que t'as beau palper, je sentais rien du tout. Mais je m'attendais un peu à ce que le médecin me dise, voilà, effectivement, t'as un cancer. Ou est-ce que mon cerveau s'est dit, accepte le truc, au pire des cas, t'as rien, ma foi, tant mieux. Mais le plus compliqué, ça a été comment tu l'annonces à tes enfants. C'était très compliqué parce que connaissant mes enfants, je savais que j'allais en ramasser à la cuillère. Et effectivement, j'ai ramassé ma grande à la cuillère. Quand je lui ai annoncé, elle s'est écroulée en pleurs. Donc il faut que toi, tu arrives à gérer ta maladie, tu arrives à gérer le fait de l'annoncer à tes enfants et ramasser tes enfants en même temps. C'est... dur. Et je me dis, allons voir. Tu vas voir ta généraliste, puis elle te dit, oui, effectivement, c'est un peu bizarre, on ne prend pas de risque, on va vérifier. Donc, tu vas vérifier, donc tu attends encore quelques semaines. Tu fais la mammo. À la mammo, elle me dit, bon, il n'y a rien de spécial. Bon, ok. Mais chance, tu fais l'écho derrière. Elle dit, ah oui, effectivement, de grosseur, chose un peu bizarre. On va voir ce qu'on fait, pas d'inquiétude. Bon, j'ai relu les comptes rendus il n'y a encore pas longtemps parce que je me suis dit comment ça se fait qu'ils n'aient rien vu à la mammographie alors qu'on se dit mammographie, faites ça. Bon, bref. Donc effectivement, il n'y avait rien à cet endroit-là. Donc ils ont dit, on va prévoir quand même une biopsie pour vérifier. Donc tu attends encore. Tu fais ta biopsie, tu reviens avec la moitié du corps bleu, vert, jaune. C'était très agréable. Et finalement, non, ils en ont trouvé aussi sur le côté. Et puis ils ont dit, on va biopsier aussi pendant qu'on y est. Ben oui, faites, allez-y. Et sur les comptes rendus, il n'y avait pas d'inquiétude, il n'y avait rien de suspect, on va dire. Donc je pense que j'y suis allée tôt. Et après, tu vas à tes résultats de la biopsie. Donc c'était à côté de mon travail. Donc j'adore ce moment. J'y suis allée avant d'aller bosser. Je me suis dit, bon, j'y vais vers 8h30, 9h, je suis au boulot, parfait. Et puis là, t'attends dans la salle d'attente. Et puis t'entends les filles qui disent, oh là là, commencez par ça, c'est super. Tu te dis, ouh, ça pue. J'avais pas envie d'entendre ça, tu vois. Et je me suis dit, allez, prépare-toi, il y a peut-être un truc quand même. Je suis allée fleur au fusil toute seule, tu vois. Et tout d'un coup, ils t'emmènent dans une petite salle un peu mal éclairée. T'as un bureau, t'as l'impression d'être dans un parloir, quoi. C'est très bizarre. T'as quelqu'un qui arrive en face, puis c'était le pont de mai. Donc c'est même pas, c'était la remplaçante de je ne sais qui, enfin bref. Elle me dit, bon, bonjour, oui, on vous a dit que ça pouvait être mauvais.
Et là, je me suis dit, mais en fait, elle est plus mal que moi. C'était très bizarre. Donc, on m'avait pas dit que ça pouvait être mauvais. Et je lui ai dit, oui, on m'a dit que ça pouvait être mauvais, comme ça, elle se sentait mieux, tu vois. Et elle m'a dit, bon, bah, c'est pas bon. Je dis, bon, ok. Tu dis, bon, il se passe quoi maintenant, tu vois. Et en fait, de ce moment-là, après, ça a fait brouillard parce que ils ont tout pris en main. Donc, ils ont appelé l'hôpital, on va faire ci, on va faire ça et tout. Et à partir de là, j'ai eu l'impression de me faire emmener dans des semaines d'examen, dans des semaines de rendez-vous, mais tu suis. Mais tout s'est passé comme ça. Je prends rendez-vous donc vers une sage-femme à Saint-Vite. Et là, j'y vais. Et la veille de y aller, je palpe quand même mon sein dans la couchée. Et là, je sens quand même une boule où j'avais mal. À ce niveau-là, je sens une petite boule. Bon, je me dis, voilà, une boule. Enfin, j'avais mes règles, donc voilà, je me suis dit, c'est peut-être de la mastose. Et je retouche au-dessus et je ressens une autre boule au-dessus. Bon, je dis, on verra bien. Donc, je vais à mon rendez-vous. Donc, elle regarde, elle me dit, donc je lui explique un petit peu la situation. Elle me dit oui, elle me dit je sens 2 nodules. Donc elle me dit celle-là elle roule, voilà. Elle me dit ça doit être un kyste. Elle me dit par contre celle-là elle m'inquiète un peu puisqu'elle est en plein sur la chaîne ganglionnaire. Donc elle me dit je te connais Elodie, t'attends pas 6 mois pour faire une mammo parce que moi j'étais pas du tout médecin. Et donc j'ai pris rendez-vous pour ma mammo. À la mammo j'y vais, ils me font la mammo, donc ils me trouvent quand même 2 choses aux 2 seins. Donc la personne qui me fait la mammo, elle me dit j'appelle le médecin et elle me dit le médecin vient faire une écho. Elle revient, elle me dit oh, le médecin il veut plus de clichés. Donc là déjà dans ma tête en fait je sais pas pourquoi je me suis dit ça sent pas bon et à mon avis ça sera pas bon. Il revient, il me fait l'écho, il me dit écoutez je vous laisse patienter, il me dit j'appelle pour une biopsie. J'arrive à la biopsie et je leur dis voilà j'ai un écoulement du téton qui est en train de se faire et là j'ai vu qu'elles se sont regardées et qu'elles ont vu que c'était pas bon quoi. Donc elles m'ont biopsié les 2 seins et à la biopsie je demande au médecin, je lui dis vous pensez que c'est pas bon? Elle me dit là c'est l'ablation totale du sein. Mais voilà, elle m'a pas dit que c'était cancéreux, mais elle me dit là on est obligé d'enlever le sein complet parce que c'est pas beau du tout. Donc elle me dit donc on va prendre rendez-vous pour une IRM et le rendez-vous en scénologie pour les résultats. Donc bon, bah là, de toute façon, j'ai su que c'était vraiment pas bon. J'ai quand même appelé mon médecin avec qui je suis bien et tout ça. Je l'appelle en sortant et je lui dis, si j'ai bien compris, en fait, la biopsie va me déterminer le grade du cancer et l'IRM va me dire si j'ai des métastases. Il m'a dit oui, c'est ça. Donc voilà, donc passons. Donc résultat de la biopsie tombe. Donc au départ, dans l'IRM, on voyait pas mes ganglions, on voyait rien en fait. Donc au départ, on me dit c'est un cancer in situ. Voilà, grade 1, c'était vraiment, on enlève le sein, mais il n'y aura pas de traitement, il n'y aura rien. Donc on va dire que c'était, voilà, la version, à part que tu avais ton sein en moins, voilà, pas de chimio, moi je redoutais de la chimio et tout ça quoi. Et donc au mois de mars, j'ai la mastectomie qui se fait avec une reconstruction immédiate par expandeur. Donc voilà, je suis restée 6 jours à l'hôpital et 1 mois après, donc j'attendais toujours. Alors j'étais là, est-ce que je pars de la chimio, machin? Oh, c'est pas sûr, non. Et moi, on m'avait dit, de toute façon, votre cancer, il peut pas y avoir de symptômes. Ben, pourtant, j'ai beaucoup maigri, je me sens fatiguée, enfin voilà. Il peut pas y avoir de symptômes, c'est un cancer in situ, on enlève le sein, on n'en parle plus. Et il devait me garder justement mon mamelon et tout ça, enfin... Je dis, ah bon, oui, on garde le mamelon, on n'enlève que la glande mammaire et tout. Donc, 6 heures d'opération. Le soir, je remonte à minuit. Et là, la première chose en fait, en me réveillant, je demande à l'infirmière si on m'a gardé mon mamelon parce que c'était quand même quelque chose d'important pour moi. Et là, elle me dit, je ne sais pas ce qui a été fait, tout ça. Mon mari m'appelle et c'est mon mari qui m'annonce qu'en fait, à ce moment-là, ils m'ont pas gardé mon mamelon parce que c'était, voilà. Donc ça a été un petit peu déjà le choc au départ, parce que voilà, on t'enlève la glande, je me dis voilà, t'as quand même ton sein qui reste quoi. Mais sans mamelon, sans tout ça, je trouve ça fait bizarre. Donc bon, déjà premier choc, on va dire. Donc ça, par contre, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à l'accepter, par contre, mon sein. Mon sein, ça a été très dur, je pense que j'ai mis 1 an à l'accepter en fait. C'est très difficile de se regarder dans la glace, tout ça. Et 1 mois plus tard, j'ai Madame Maisonnette qui m'a opérée, qui me rappelle et elle me dit vous êtes entourée, machin. Et là, pareil, j'ai encore senti que c'était pas bon. Et là, elle me dit en fait c'est plus grave que ce qu'on pensait. On a retrouvé une tumeur HER2 positive donc dans le sein. Et comme c'était un HER2, il fallait que je fasse la thérapie ciblée en fait.
pendant 1 an. Donc j'ai eu une piqûre toutes les 3 semaines pendant 1 an, voilà, jusqu'au 4 juillet. Moi, j'avais peur de ça, j'avais peur du regard, parce que je me dis, quand tu perds tes cils, tes sourcils, et que tes enfants te regardent, t'as déjà plus tes cheveux, t'as plus tes yeux, t'as plus ton regard, et ça m'inquiétait plus. Mais finalement, bon, on trouve des plans B. Mais pour le regard, quoi. Puis les enfants, bah, ils s'y font, mais c'est vrai que le moment où t'as plus rien du tout sur le caillou, c'est... Je suis allée au Hellfest, c'est passé crème. Tu vois, c'est le moment où tu te dis, tu mets ton chapeau, ta casquette, et là, t'es dedans, et puis ça passe, tu vois. Et puis voilà, quoi. Faut trouver les bons côtés. Et avec les enfants, t'as fait quelque chose en particulier avec eux pour... Je leur ai expliqué que c'était de médicaments qui faisaient tomber les cheveux, mais qui faisaient guérir, en fait. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'il y a un lien. Donc ils ont voulu voir, surtout le dernier en fait, a voulu voir la chambre, s'il est là ton bobo, il n'a pas compris à quoi ça servait, mais il a compris que j'allais à l'hôpital pour ça, quoi. Et puis il m'a dit, tu vois, il y a 3 ans et demi, il m'a dit, mais toi tu fais encore ta chimio? Je me dis, mais toi t'as chopé un mot que tu connaissais pas et tu l'as mis au bon endroit, quoi, tu vois. Et je dis, bah oui, alors tu expliques, quoi. Après les grands, bon, ils ont 12 et 10, tu vois, donc c'est plus pareil, quoi. Mais... ouais, en fait, le plus dur avec eux, c'est pas... Enfin, les cheveux, ils ont compris que c'était temporaire, quoi. Donc, mon fils, il a eu un peu plus de mal. Ma fille, elle était dans le « pourquoi ça t'arrive à toi ?» et tu lui dis que tu sais pas, parce que même toi, tu te demandes. donc, tu te dis, c'est comme ça, c'est... Le truc où j'ai pas réussi à traverser, ça, c'est ce truc-là. Effectivement, c'est le modèle... faut quand même encore correspondre à une norme de beauté, d'esthétique que du coup à laquelle j'ai pas vraiment renoncé. Et c'était très dur pendant le cancer, pour le coup, de plus avoir de cheveux, de plus avoir de sourcils, de plus avoir tout ça. J'ai eu l'impression d'être transparente pendant quelques mois. Mais j'existais plus dans la société, quoi. Ça m'a fait vraiment cet effet de plus personne te regarde parce que c'est gênant. C'est oh là là, c'est trop bizarre, on ne va pas la regarder. Et puis tu vois passer les autres filles avec leurs beaux cheveux, leurs belles robes et tout, qui sont insouciantes, et tu te dis, mais moi je veux de nouveau être comme ça, quoi. Et moi j'avais pris du poids en plus pendant la chimio, j'étais pas bien dans mon corps. Et donc peut-être je m'étais dit à l'époque, du coup quand tu vas retrouver tout ça, tu vas être plus sereine avec ce que tu es. Mais pas tant, en fait, rapidement, une fois qu'on est de nouveau, on est guéri et qu'on continue, on avance à nouveau dans la société, on se remet dans la vraie vie, quoi. Et ben en fait, rapidement, on se fait rattraper par mes cheveux ils sont trop plats, et puis non, j'ai quand même des bourrelets, et puis ça y est, là, ça fesse en bas du visage. Et de pas être sereine avec son corps, ça c'est un truc de fou, quoi. Mais je pense que c'est vraiment lié à l'estime de soi et qui se construit dans l'enfance. Et c'est comment tes parents te dotent de suffisamment d'amour pour que tu sois solide intérieurement et que tu aies un amour, une estime de toi vraiment costaud, quoi. Et moi, il y a un de mes 2 parents qui était pas là, qui était complètement défaillant et qui m'a lâchée comme une merde, faut dire ce qu'il est. Et puis l'autre qui, pour bien faire, ma mère, en fait, elle m'adorait, elle me portait au nu, mais du coup, elle voulait que j'ai quelque chose de formidable, que je vive des choses formidables. Donc elle m'a poussée à être toujours plus. Donc quelque part, il y avait personne qui m'aimait pour ce que j'étais. Donc ce visuel-là que les gens te voient malade, en fait, t'as tellement envie de protéger ton entourage que t'as toujours envie de leur montrer que t'es forte. Que t'es forte et que, voilà, mais t'as peur, en fait. Même si t'as la peur au fond de toi, mais en fait, tu portes aussi ton entourage, tu portes tes enfants. Et moi, je voulais pas que mes enfants aient peur. Et la première chose que j'ai dit, maman, elle va perdre ses cheveux, mais en fait, la perte de cheveux, c'est pour guérir maman, en fait. J'ai pas mis la perte de cheveux dans la maladie, en fait. Moi, j'ai vraiment dit, la perte de cheveux, c'est pour que maman, elle soit soignée. Donc, c'est vrai que les petits, je trouve qu'ils l'ont bien vécu. D'ailleurs, quand le petit de 5 ans, il avait 3 ans, quand il m'a vu les cheveux rasés, il me dit « Oh, t'es belle, maman ». Et en fait, je me dis, les enfants, en fait, ils ont une image de la maman.
s'en foutent, quoi. Je crois que tu sois grosse, mince, des cheveux, pas de cheveux, en fait, ils t'aiment pour ce que t'es, quoi. Donc voilà. Bah, à ce moment-là, c'était pourvu qu'il tienne, le corps, hein, déjà, voilà. Et puis, bah, le reste accompagné par les soignants. Et puis après, c'est une tranchée, quoi, enfin un champ désertique. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On recommence, on remonte, on reconstruit. Voilà, c'est le cas de le dire. C'est pour ça que la reconstruction, elle n'est pas juste physique. D'ailleurs, on parle par erreur de reconstruction. On devrait dire rétablissement, c'est le vrai terme. C'est-à-dire, on se rétablit. On reconstruit physiquement un corps, mais on rétablit psychologiquement, émotionnellement, etc. Donc, il n'y a pas juste une reconstruction physique d'un sein, il y a tout le reste. Et là, bah, c'est là la longue reconstruction, et qui met du temps et qui n'est pas forcément achevée. Alors, comment j'ai fait? Bah, j'ai utilisé ce que j'aimais. Je me suis offert des massages parce que ça me faisait du bien. J'ai fait faire des photos aussi un petit peu. Une amie qui me prenait en photo au bord de la piscine, donc ça m'a aidé à me réapproprier mon corps. Je regardais les photos, je disais ah ouais quand même. Voilà, des petites choses comme ça. C'est mon entourage en fait qui m'a aidée comme ça, qui m'a montré que pour moi mon corps, j'avais l'impression avec tout ce qu'on lui a fait subir, comment il est encore debout. Donc déjà il y avait ça, il a tenu. Et je suis chanceuse qu'il ait tenu. Et puis maintenant qu'il a tenu, on va peut-être aussi un petit peu le récompenser, le féliciter, le préserver encore. Donc faire des choses que j'aime. Voilà. C'était ma technique à moi. Et je pense que ça a marché. Je me suis remis en question. Je me suis dit, je me suis remis en question. Je me dis, est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu fais le bon boulot? Est-ce que tu fais les choses... Est-ce que c'est cohérent avec ce que tu veux, avec ce que tu es? Et puis, est-ce que c'est l'image que tu veux donner? Si tu le fais pour toi, tu le fais pour les autres, tu vois? Tout change. Et même encore maintenant, j'ai regardé des photos de moi avant, je me reconnais pas. Et aujourd'hui, je me reconnais pas. Et tu te dis, mais en fait, il y a une grosse image à refaire, quoi, de tout. Donc, c'est page blanche, presque, mais... Et c'est compliqué parce que quand tu es habitué à suivre ton train-train et à te foncer comme ça et à faire tout, à enquiller, et finalement c'est déstabilisant, je pense. La maladie m'a fait prendre conscience quand même de beaucoup de choses qui étaient sur des rails et que je n'avais pas forcément décidé. Et maintenant, je décide. C'est-à-dire que je fais les choses que j'ai envie de faire ou je ne fais pas les choses que je n'ai pas envie de faire, dans la mesure du possible, bien sûr. Et puis, je choisis mes activités, les personnes que je rencontre, etc. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que je dis plus savoureuse, parce que c'est ce que j'appelle la vie d'après. C'est un choix de guider ma vie. Voilà, il y a que l'aspect professionnel qu'en était resté là où j'étais avant, et puis finalement maintenant je me dis que peut-être ça aussi ça va bouger. Voilà, je sais plus combien de temps il me reste à vivre. Avant j'étais bien sur des rails en me disant voilà, espérance de vie d'une femme 84 ans, super, bon il me reste tant. Et maintenant finalement tout ça a été balayé, même si ça va, je me dis je sais pas, et je sais pas dans quel état. Donc si j'ai envie de faire quelque chose, de partir marcher, de partir, je sais pas, n'importe quoi, peut-être un baptême de l'air en parapente, c'est maintenant et je le reporte pas. Donc voilà où elle en est. Si je pouvais dire quelque chose à la moi du passé, celle d'avant le cancer. Ouais, je lui dirais de ralentir. Calme-toi cocotte, je lui dirais. Franchement, arrête de courir après. Arrête de te donner l'obligation d'être exceptionnel, parce que c'est ça qui va conduire à ta perte. Voilà. Parce que pour moi, c'est ça qui m'a vraiment amenée à vivre cette maladie. Et ce désir d'être exceptionnel est encore en moi, et je dois encore et toujours travailler dessus. Il a largement diminué, mais c'est quand même un petit peu là. Moi, en fait, c'est juste merci. En fait, je me dis pas que... En fait, je me dis pas que j'ai été une autre personne avant. C'est juste que ça m'a peut-être fait grandir. Voilà, parce que mine de rien, j'ai 42 ans, mais je suis encore une grande enfant au fond de moi.
Je suis une grosse, ouais, je vais pas vieillir. Et ouais, je suis une enfant, donc non, j'ai pas envie de changer la personne que j'étais non plus, parce que voilà, c'est juste merci, ça m'a ouvert les yeux sur pour penser plus à moi, voilà, c'est tout. Vraiment, c'est très très personnel, mais je dirais que je me dirais d'aller ouvrir la porte, de prendre soin de moi beaucoup plus tôt, quoi, vraiment. Voilà. Ouais, c'est tout. Ça, c'est universel. Ouais, c'est tout. Ah oui, non, juste prendre soin de moi, en fait. De pas m'oublier, en fait. Juste de pas m'oublier. Dans la multitude de choses qu'on a à faire et dans la multitude de fardeaux qu'on nous porte, qu'on nous met sur le dos aussi, juste pas m'oublier. Ouais. Parce qu'en plus, après, on est tellement plus ouvert aux autres qu'on les aide sans doute beaucoup mieux après, en fait. Donc c'est sûrement mieux comme ça. Mais ouais, je ne savais pas avant. Le fait que la maladie n'est pas une fatalité, le cancer n'en est pas une, il faut juste savoir l'accepter. Même si on se le prend comme un train, il faut l'accepter et faire en sorte d'y survivre. Voilà. Ça vaut le coup.